Bonjour, bonsoir les amis et bienvenue sur un nouvel épisode de Beyond the Hoops. Aujourd'hui, on va vous proposer une discussion sur la saison des Houston Rockets. Mais avant qu'on démarre, pour tous ceux qui veulent soutenir le podcast, un petit like sur Spotify, Deezer, YouTube, un petit commentaire pour le référencement et bienvenue sur le podcast de Q-Basket. Mitchell has his head up, takes a look for feet. Oh my! Alors, on vous a parlé dans la semaine dernière du OKC Thunder et puis on vous fait en fait un petit tour là des équipes qui sont en vue en ce moment et notamment de ces jeunes équipes qui sont en vue en ce moment. Et forcément, si on veut parler de tout ça, on est bien obligé de parler des Houston Rockets qui sont, il faut regarder à la fin de la saison, mais peut-être la plus belle progression de la saison. Et pour parler de Houston, on est avec Jérém et FD. Jérém, comment ça va ? Ça va bien et toi? Bah écoute, super content de pouvoir parler de Houston, qui est une équipe à la fois atypique et moderne, donc je suis super content de pouvoir parler d'eux. Et on est donc aussi avec FD. FD, ça fait un moment qu'on t'a pas entendu sur le podcast. Ouais, c'est vrai, ça fait un peu longtemps. Je suis grave content d'entendre l'accent méditerranéen de Jérémy, ça m'amène un peu de soleil dans mon nord-est. Mais ouais, très content de parler avec vous des Rockets. En plus, toi, je crois que tu fais plutôt partie des gens qui sont hype depuis un petit moment sur Houston. Pas tant que ça en fait, hein. Ok, Pas tant bon, que ça, c'est c'est une pas équipe grave. Bah vas-y. C'est une équipe que j'ai pas trop regardé l'année dernière et je comprenais pas trop pourquoi. Mais écoute, ouais, là pour l'instant, enfin, en tout cas, la construction actuelle de l'équipe, j'aime bien. Ouais, c'est vrai que c'est une équipe un peu atypique. Toi, Jérém, d'ailleurs, tu les avais suivis un petit peu l'année dernière, toi qui aimes bien les équipes en rouge. Ouais, bah moi j'étais très chaud l'année dernière quand ils avaient, enfin l'été dernier en fait quand ils avaient fait venir Van Vliet, Udoka et Dylan Brooks. Je sais qu'à l'époque ça avait un petit peu fait un tollé en mode bah ils font un peu n'importe quoi, ils crament de l'argent sur des joueurs en Van Vliet que personne voulait. Et je trouvais ça plutôt cool parce que le projet était complètement à l'arrêt. Et effectivement, bah, moi je trouve que ça avait bien progressé. Et autant, par contre, je trouvais le progrès plutôt cool. Autant je m'attendais pas à ce que cette année ça arrive dans le top 3 de la conférence Ouest, quoi. Ouais, c'est vrai que ça up assez rapidement. C'est une équipe en plus qui a fait un choix, t'as raison, un peu étonnant parce que ils étaient à un moment donné de leur construction où ils auraient pu continuer justement à construire par la draft. Et ils ont décidé, comme tu dis, bah, notamment de prendre Fred VanVleet pour tout de suite essayer de commencer à gagner des matchs avec ce coach-là qui est un coach qui a jamais prévu en fait de faire du tanking, quoi. Et puis pour le coup, ça faisait quand même 2 3 ans qu'ils stagnaient avec, je pense, bottom 3 attaque et défense. Donc enfin, ils étaient obligés de faire quelque chose, je pense, parce que sinon le projet il avait trop d'angles morts qui voulaient pas fonctionner, quoi. Ouais, carrément, je suis d'accord. Et donc, on arrive sur cette saison, qui est une saison plutôt très bien. Ils sont troisième actuellement de la conférence Ouest au moment où on enregistre. Alors justement, on voulait vous parler un peu de cette équipe et vous faire un peu une analyse détaillée comme on peut avoir l'habitude de le faire. Donc, on va, dans un premier temps, revenir sur la défense qui est particulièrement fonctionnelle dans cette équipe. Ensuite, on attaquera le sujet justement de l'attaque. Puis, on se posera 2-3 questions sur la construction de l'équipe. Et puis, on espère que ça sera agréable pour vous. Avant qu'on démarre, n'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord. On a ouvert un Discord récemment parce qu'on a envie de vous permettre d'interagir avec nous, de poser des questions, de partager des choses. Donc, il sera dans le commentaire du ce podcast, que vous soyez sur Spotify ou sur YouTube. Et n'hésitez pas à nous rejoindre. Les gars, je vous propose qu'on démarre vite parce que je suis assez convaincu qu'on va passer un petit moment à parler de cette équipe alors qu'on essaye de faire plus court sur les podcasts. Donc, je vous propose qu'on y aille directement. Ça vous va ? Allez. Go. Allez, on y va. On s'est dit que Jérém allait vous présenter un peu le cadrage à chaque fois des différents sujets. Donc Jérém, je te laisse commencer. Parle-nous de cette équipe et notamment de la partie défensive. Bah écoute, pour commencer, c'est une équipe qui est partie de très très bas. Le projet à l'époque de Stephen Silas, il voulait absolument pas décoller défensivement. Pourtant, il y avait quand même une draft avec beaucoup de joueurs plutôt très athlétiques. On a vu des Tari Eason, on a vu des Amen Thompson, il y avait Jalen Green en soi qui physiquement avait des atouts pour être un bon défenseur. Et puis avec l'arrivée d'Udoka, avec l'ajout de vétérans, c'est devenu une défense absolument élite, hein. Cette année c'est top 3 defensive rating NBA selon NBA.com.
Et ça passe par une défense qui est extrêmement agressive, comme je dis, avec beaucoup de qualités athlétiques, mais pourtant, elle est construite autour d'un rim protecteur qui, s'il a fait des progrès, Alperen Sengun, se trouve quand même proposer en tout cas des compromis d'un point de vue protection de cercle. Et malgré tout, c'est tout en haut. Et donc, je pense que c'est probablement le plus gros succès de cette équipe. Et c'est aujourd'hui ce qui fait aussi son classement. Et donc, je vous propose un petit peu d'en discuter. Pour Carré. vous, c'est quoi les éléments majeurs aujourd'hui? FD, je te laisse démarrer. Juste petite correction, sauf erreur de ma part, là je regarde sur le site de NBA Stats, ils sont 4e au defensive rating, mais c'est vraiment juste un détail, hein, on s'en fout. Ouais, ouais, après le match d'hier, ouais. Ouais, c'est vrai que le match d'hier, alors on enregistre juste après le match contre Cleveland, où effectivement, oui, t'as raison, c'est ça qui a dû bouger le truc, où ils ont pris plus de 130 points, donc effectivement, ça a dû bouger. FD, je te laisse démarrer. Qu'est-ce qui fonctionne pour toi là dans cette défense? Et qu'est-ce qui fonctionne? T'as oublié Jabari Smith, Jérém, dans tes rookies qui ont été draftés. Effectivement, Jabari Smith qui est blessé en ce moment, mais qui a typiquement le profil de joueur parfait autour d'Alperen Sengun, puisque t'as abordé le sujet, un espèce de poste 4 qui est capable d'apporter de la rim protection. Ce qui fonctionne super bien pour l'instant du côté de Houston, c'est justement qu'on a effectivement Alperen Sengun en poste 5, qui est pas forcément le profil typique d'une encre défensive qu'on a dans des très bonnes défenses, à la Rudy Gobert, à la Victor Wembanyama. Voilà, on n'est pas du tout dans ce modèle-là. On est plutôt dans un modèle où justement on va essayer de donner le moins de responsabilité à Alperen Sengun au point d'attaque. Donc typiquement, sur des situations de pick and roll, on essaye de plus en plus de ne pas avoir Alperen Sengun sur le joueur qui pose l'écran et de plutôt laisser Alperen Sengun plutôt proche du panier, dans un rôle de low-man. Le low-man, c'est typiquement le joueur qui va être le plus proche du panier et qui va pouvoir venir en aide sur le joueur qui va rouler après le pick and roll. C'est pas quelque chose de tout à fait nouveau, c'est pas quelque chose de révolutionnaire, surtout quand on pense à Ime Udoka, le nouveau coach de Houston. Il avait fait exactement la même chose défensivement aux Celtics, à Boston, où il était en finale NBA, si je ne me trompe pas, c'était avec lui les premières. Non, je crois pas, c'était pas avec lui, mais bref, où il avait eu quand même du succès. Si, les finales contre. C'était lui Si, en 2022, ouais. ouais, c'est ça. Les finales contre Golden State. Et donc, il avait déjà popularisé cette utilisation de son poste 5 en tant que low-man, donc loin du ballon, et pas forcément exposé en drop, puisqu'on va en parler. Alperen Sengun vient avec ses compromis défensifs. Et donc, la comparaison, elle est un petit peu facile, mais il utilise Alperen Sengun de la même manière qu'il avait utilisé Rob Williams à l'époque. Et cette utilisation, plus tous les mecs autour super athlétiques dont Jérém a parlé, ça fait que la défense fonctionne bien et défend bien le cercle pour une équipe qui a Alperen Sengun comme rim protecteur principal. C'est d'autant plus vrai que cette équipe a continué à bien défendre, même. Alors, c'est vrai que c'est moins le cas, hein. Moi, je suis d'accord avec toi, j'adore l'apport de Jabari Smith, on en parlera peut-être, mais même après le départ, la blessure de Jabari Smith, c'est une équipe qui continue à bien défendre. Et même quand finalement Sengun doit défendre le pick. Moi, je veux bien qu'on passe un petit moment défensivement sur Sengun. Moi, je le trouve vraiment pas très bon défensivement. Alors, c'est un joueur qui est vraiment limité par ses capacités physiques. Il est plutôt mobile, ça, ce que je trouve intéressant, mais il est ni grand, ni il a spécialement de l'envergure. Et forcément, du coup, il le paye un peu sur cette défense de pique. Et tant et si bien que moi, tu vois, par exemple, je le trouve pas très bon dans la gestion justement des situations où tu vas avoir le pivot qui arrive à se retrouver sur le cercle et il doit défendre en drop. Et ce que je trouve intéressant, c'est que pendant cette période là où il n'y a pas Jabari Smith, qui pour le coup est un bon défenseur sur le pick, je trouve qu'il compense avec une hyper agressivité sur le porteur de balle. Qui permet de faire décélérer au maximum le porteur de balle et donc de le faire arriver dans la raquette dans des conditions qui sont défavorables. Je ne sais pas si vous le sentez aussi, là, ce point-là que moi je trouve assez marqué chez eux quand même. C'est une défense qui est capable de faire plusieurs choses sur le pick. Tu parlais d'être agressif sur le porteur, ça va être sur du edge, sur du hard edge. Donc on va demander à Alperen Sengun non pas d'attendre plutôt dans la raquette, mais de venir au niveau de l'écran et donc de ralentir le porteur de balle avant de retourner sur le joueur qui roule. C'est d'autant plus facile quand on a des ailiers qui sont capables d'apporter de la rim protection secondaire.
On en a parlé, Amen Thompson. Dylan Brooks, peut-être un petit peu moins. Dylan Brooks, c'est plutôt un défenseur sur l'homme qui est un peu moins bon hors ballon. Mais Amen Thompson, Jabari Smith, Tari Eason, qui sont vraiment des prototypes parfaits, qui permettent d'être agressifs sur le ballon, donc de masquer le drop de Sengun. Je suis d'accord avec toi, Benji, le drop de Sengun qui peut être compliqué à certains moments. Et donc, comme tu as ces anomalies athlétiques autour, tu peux être agressif sur le ballon et quand même garder de la rim protection. On en parlait juste avant. Malgré le fait que Sengun n'est pas un grand protecteur de cercle, ils sont dans la moyenne NBA, ils sont 16e en termes de pourcentage de tirs qui sont pris au panier par l'adversaire, donc ils sont 16e. Par contre, quand les adversaires arrivent au cercle, il y a des bonnes stats, puisqu'ils ont le 5e plus bas pourcentage, ou le 5e meilleur pourcentage de défense des tirs au cercle, avec 63%. Donc c'est une défense qui fait quand même du bon travail de dissuader, et par contre qui sont bons en rim protection, notamment grâce à ces aspects secondaires des ailiers qui sont capables de venir dans la raquette pour gêner les tirs. Ouais, avec pas mal de switch, d'orientation dans l'axe du porteur de balle, voire parfois de prise à deux et un jeu très physique. Toi, Jérém, c'est quoi qui te marque là sur cette défense? Moi, ce que je trouve, c'est qu'il y a il y a un vrai travail d'adaptation d'un match à l'autre de la part des Rockets. Enfin, Ime Udoka est connu de façon pour ça, et je trouve qu'il y a une vraie inventivité parce que tu parles de edge et de hard edge, et c'est le cas, mais on a vu dans des match-ups, par exemple contre les Kings, faire des séquences, par exemple de deep drop, parce qu'ils savaient que, bah, grosso modo, avec Sabonis, tu pouvais te permettre de le laisser shooter à mi-distance plutôt que d'aller le contester dans la raquette. On l'a vu aussi faire sur des séquences un peu de cross-matches, se dire ok, bah contre les Clippers par exemple, il y a Chris Dunn sur le terrain. Bon bah écoute, on va te mettre en défense sur Chris Dunn, et du coup tu peux te permettre de lurker un peu dans la raquette. Donc je trouve qu'il faut un travail de vraiment s'adapter un petit peu au profil des équipes adverses. Et là-dessus, ils arrivent toujours à trouver un moyen de rendre Sengun plutôt utilisable, même si avec son profil, on savait qu'il y aurait un fort compromis, et ça faisait partie un petit peu des challenges pour cette équipe des Rockets depuis la draft de Sengun, quoi. Ouais, ce que je trouve intéressant dans cette partie, moi je suis d'accord avec toi, hein, je trouve qu'il s'adapte beaucoup à ce qu'a l'attaque en face, et je trouve qu'ils y ajoutent, tu vois, pour autant, ils sont pas dans le spectre habituel de l'NBA. Moi je trouve que vraiment ils ajoutent un élément important, c'est vraiment l'élément des prises à deux, sur lesquelles ils sont très agressifs. Quand le porteur de balle est sur le pic, ils peuvent aussi l'être quand il est poste bas. Et globalement, c'est une équipe, je sais pas ce que vous en pensez, mais qui je trouve mobilise énormément en fait la vitesse de ses joueurs sur les rotations pour leur permettre de beaucoup flotter, donc de beaucoup faire d'aide sur les attaques dans l'axe, et derrière de suivre sur les rotations, sachant que c'est une équipe qui rota plutôt très bien. Je regardais là les stats rapidement, c'est la deuxième équipe qui concède le moins de tirs grands ouverts de toute la ligue, et la quatrième qui concède le moins de tirs ouverts. En gros, vous avez 4 types de tirs qui sont comptabilisés sur le site de la NBA: les tirs grands ouverts, les tirs ouverts, les tirs serrés, les tirs très serrés. Et donc c'est une équipe qui concède le moins de tirs ouverts. Donc effectivement, premier axe fort, là, l'utilisation sur la protection de la raquette. Le deuxième sur l'agressivité sur le pic. Vous en voyez d'autres ou pas importants, ou même on peut continuer hein, bien sûr là-dessus hein. Moi, je veux bien qu'on parle quand même, parce qu'il y a potentiellement deux joueurs un petit peu cachés. On a parlé de Sengun. Il y en a un deuxième, c'est Fred VanVleet, qui a des limitations physiques évidentes. Mais je veux bien votre avis, parce que c'est quand même compliqué d'avoir un axe 1-5 sur le papier, compliqué défensivement, et d'avoir une bonne défense. Je pense que Sengun est peut-être un petit peu mieux que ce dont on peut penser. Je pense que Fred VanVleet, de la même manière, alors sur des match-ups très précis, hein. Par exemple contre Darius Garland cette nuit-là, donc au moment où on enregistre, sur des meneurs assez petits au point d'attaque, je trouve ça assez sympa. C'est quelqu'un qui a un centre de gravité très bas, qui navigue bien les écrans, qui est assez fort au niveau du buste, donc qui peut prendre des contacts. Je trouve que Fred VanVleet, offensivement, en premier rideau, c'est bien sympa. Attention, sur des profils très spéciaux, des meneurs de petite taille. Jérém, t'en penses quoi toi de VanVleet? En fait, c'est marrant parce que je me demande quelle image on avait de lui après Toronto, parce qu'il y a effectivement une limitation physique qui est assez nette chez Fred VanVleet, et elle se sent des deux côtés du terrain de toute façon. Et dans le même temps, il y a des façons assez intelligentes de l'utiliser, que ce soit effectivement comme
ce que tu décrivais, ou des fois en essayant un petit peu d'aller le cacher sur des intérieurs ou au périmètre sur des joueurs qui vont pas forcément avoir beaucoup de ball handling. Et c'est vrai que c'est un énorme challenge pour les Rockets d'arriver à être une bonne défense. Et c'est là-dessus, je pense que la qualité des nombreux ailiers qu'ils ont dans l'équipe, et on a parlé de Tari Eason, d'Amen Thompson, mais ça va même chercher chez des joueurs un petit peu plus loin dans l'effectif, avec Jason des comme Tate. Whitmore, Jason Tate qui est Jason revenu dans la Tate, ouais. rotation. Par exemple, un mec comme Jason Tate, c'est quand même le luxe de cette équipe des Rockets de se dire, bon, bah, on a perdu Jabari Smith, bon, bah, sur le banc, on a cette option-là, on a aussi Jeff Green. Donc effectivement, je pense que outre l'utilisation de Van Vliet, c'est aussi la qualité autour des joueurs qui peuvent mettre à ses côtés, quoi. Moi, ce que je trouve intéressant avec ce type de profil, c'est. Moi, je suis d'accord avec toi, FD. Moi, je trouve que c'est plutôt un bon défenseur sur l'homme. En tout cas, c'est un gars, tu vois, qui a des capacités défensives qui peuvent lui permettre de bien défendre. Il, effectivement, appuis sont plutôt bas. Il est quand même plutôt puissant, donc il peut encaisser le contact. Sa circulation dans les écrans, je la trouve pas si mauvaise. Le problème avec ce genre de profil, c'est que c'est des profils à compromis. Et sur ces profils à compromis, en fait, c'est tout l'intérêt du coach. C'est comment le coach va réussir à cacher ce qui est compliqué pour lui. Et donc, je trouve qu'ils font un bon travail d'adaptation sur Van Vliet en fonction de l'opposition. Quand il est sur le meneur, il peut être laissé un peu seul. Par contre, ils font vraiment leur maximum pour lui permettre de ne pas switch, alors que leur défense sur les lignes extérieures, elle est quand même beaucoup basée sur le switch. Notamment en choisissant, notamment sur les écrans entre petits de edge, voire de hard edge, de monter très très haut pour limite trapper et laisser le temps à Van Vliet en fait de prendre un extérieur ou en tout cas de rester sur le porteur. Et si jamais il se retrouve sur un vrai pur mismatch poste bas, bah là encore, on a la prise à deux qui vient notamment de l'angle mort, on va dire, du mec qui est au poste, et on mise sur la mobilité des joueurs. Et je trouve ça intéressant aussi quand on parle de cette défense de passer par le personnel en fait, parce que c'est une équipe qui a quelques éléments, et je suis curieux d'avoir votre avis, a quelques éléments effectivement de défense qui sont intéressants, mais je trouve que ce qui est notable chez eux, c'est leur personnel défensif global qui est quand même monumental quoi. Pour le coup, et on pourrait presque les passer un peu un à un, tellement il est impressionnant. Je sais pas si vous avez la même sensation. Ah, ils ont beaucoup d'options. Ils ont beaucoup d'options et des options qui sont assez complémentaires. Quand tu vas jouer contre, si on fait un peu le tour des grosses équipes conférence Ouest, quand tu vas jouer contre les Lakers par exemple, Dillon Brooks, il a un petit peu ce côté wing stopper. Un mec qu'on peut mettre sur des gros ailiers et qui est capable d'encaisser les chocs, de tenir en isolation, de tenir au poste. Si jamais tu vas jouer un Luka Doncic, donc il te faut quelqu'un de puissant mais qui est aussi capable de naviguer les écrans, t'as le profil d'Amen Thompson qui semble assez idoine pour ce genre de profil, même Tari Eason, qui sont des ailiers assez mobiles pour rester avec Luka Doncic, assez forts physiquement pour pas encaisser trop de contacts et qui peuvent naviguer les écrans. Si jamais tu joues les Grizzlies et que tu as besoin de quelqu'un qui peut rester devant Ja Morant, enfin, rester devant Ja Morant c'est très compliqué, personne ne le fait. Mais au moins limiter la casse, t'as le combo Fred VanVleet, Jalen Green. Jalen Green, faut qu'il ait envie, mais quand il a envie, c'est sympa aussi. Ou si même Amen Thompson, qui est un peu alors c'est un peu triché parce que c'est un peu le couteau suisse défensif parfait. Et donc forcément, t'as beaucoup d'options différentes au point d'attaque. Qui te donne une vraie polyvalence, et puis effectivement encore Cam Whitmore qui est sympa, et puis Jason Tate dont on a déjà un peu parlé avant. Le vrai souci par contre, ça va être quand tu vas jouer contre une équipe qui va beaucoup jouer de pick and roll, je pense notamment à Dallas. Tu vas pouvoir limiter Luka Doncic, mais je pense que la limite intrinsèque qu'est Alperen Sengun et qui est aussi même Steven Adams va poser problème. Par contre, après, tu peux décaler avec Jabari Smith en poste 5 et reprendre du switch all, un système où tu vas changer sur tous les écrans, où là, ça peut être une alternative intéressante. Jérém, toi, t'en penses quoi de ce personnel? Ah bah écoute, non mais difficile d'ajouter après ce que dit FD. Clairement en fait ils ont un petit peu ce qu'il faut pour toutes les situations, avec un peu les têtes de proue que sont Amen Thompson et Tari Eason. Tari Eason qui est sur d'un point de vue statistique quelque chose d'assez dingue, où il est je crois 4,4 de steal percentage, donc ça veut dire que quasiment quand même 5% des actions défensives il est capable de générer une interception. Et donc c'est vrai que quand t'as les deux sur le terrain, il y a un côté
un peu fou où c'est dur de remonter la balle et c'est dur un peu de déclencher un système. Et si vous voulez, il y a Ben Taylor dans Thinking Basketball qui a sorti une vidéo il y a 2-3 jours, je crois, sur le duo et qui est assez cool. Et si vous les connaissez pas, c'est un bon moyen de les découvrir. Et ouais, en fait, c'est des joueurs qui ont un peu éclos sous Ime Udoka, enfin particulièrement Tarison. Et ouais, en fait, avec ça, plus ceux qu'ils ont ajouté via la free agency, bah, ils sont un peu dans la période idoine d'une équipe où ils ont l'argent pour aller chercher des free agents qui sont de bons défenseurs et en même temps, bah, ils ont une panoplie de joueurs pas chers parce qu'ils les ont draftés et qui leur permet d'avoir un effectif très très profond. Donc les Rockets, là, ils sont vraiment sur un point de vue défensif, à mon avis, presque au début de la meilleure période qu'ils vont avoir là, pendant 2 ans, quoi. Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec ce que vous dites. Je vais pas aller trop plus dans le détail parce que vous avez déjà beaucoup dit, mais je trouve vraiment qu'ils ont deux profils qui sont hyper intéressants, c'est Tarison et Amen Thompson. Non seulement parce que effectivement ils peuvent les mettre sur des porteurs de balles variés et que ça offre une variété sur la défense du point d'attaque, mais parce que c'est pas non plus si courant que ça d'avoir des joueurs qui sont à la fois très bons sur l'homme et très bons loin du ballon. Si vous prenez par exemple l'exemple de Dillon Brooks, moi Dillon Brooks je le trouve très bon sur l'homme, loin du ballon, c'est pas si exceptionnel que ça. Si vous prenez le cas d'Amen Thompson est tout aussi impactant quand vous le mettez sur le point d'attaque que quand vous le mettez presque, tu vois, FD, tu parlais de Sengun en Lomen avec Jabari Smith. Depuis que Jabari Smith n'est pas là, c'est presque Amen Thompson qui joue le rôle de Lomen pour le coup, et qui le fait, en fait il joue presque poste 4 depuis qu'il est dans le 5 et qu'il le fait super bien. Et je trouve qu'ils ont cette capacité à avoir dans leur équipe des joueurs qui ont de la polyvalence élite défensivement. Et parfois, t'en as un, mais t'en as rarement deux, voire trois. Et moi, je trouve que ça, c'est vraiment ce qui fait, une des différences majeures sur leur équipe. Est-ce que vous voyez d'autres éléments là en défense qui vous paraissent notables ? Je pense qu'on a fait le tour, hein. Bah, Je pense peut-être qu'on un a fait le élément tour. qui va avec la jeunesse, mais c'est le fait qu'aussi, bah, c'est une équipe qui soit absolument démoniaque en défense de transition. On dit souvent que la défense transition, bah, c'est effectivement une question d'effort. Et ils ont, bah, je trouve, ouais, depuis 2 ans, vraiment pris un virage défensif assez fort. Et là-dessus, ils sont assez intraitables. Donc, bah, effectivement, entre la défense de mi-terrain dont on a parlé, mais aussi la faculté à revenir de manière très agressive en défense, ça donne quelque chose d'hyper complet et ça en fait, ouais, aujourd'hui, je pense, une des meilleures défenses NBA assez aisément, quoi. C'est la 4e meilleure équipe sur les points encaissés par possession sur les transitions. Donc c'est la 4e qui en encaisse le moins. Et ils sont 15e sur la fréquence. Alors que pour autant, c'est une équipe, on va peut-être en parler sur l'attaque, c'est une équipe qui court beaucoup et qui parfois peut, pour le coup, être dans des possessions un peu hasardeuses. Donc le fait qu'ils soient que 15e en fréquence montre à quel point, t'as raison Jérôme, hein, ils sont bons pour freiner les tentatives de contre-attaque de l'équipe adverse. Parce qu'en réalité, je trouve qu'il y en a souvent en fait qui pourraient être générés, mais ils arrivent à les stopper parce que voilà, on revient à leur dimension physique et athlétique qui permet de stopper ça. Ce qui nous donne à la fin une défense qui est assez exceptionnelle. On va rapidement transitionner du coup vers l'attaque. Mais peut-être qu'on peut faire la transition vers l'attaque la plus naturelle qui soit. C'est une équipe qui court beaucoup et qui joue beaucoup la transition pour le coup. Et qui la joue très très bien, Jérôme. Alors, c'est une équipe qui joue effectivement beaucoup la transition. C'est pour autant pas une des équipes qui va avoir le jeu le plus rapide de la ligue. On est sur le 19e pace, hein, sur la saison. Donc, il y a beaucoup de transition parce qu'effectivement, il y a une défense très agressive qui cherche à générer des pertes de balles. Par contre, après, une fois que l'attaque est lancée, on est quand même sur un rythme assez lent. Et donc, effectivement, un des premiers éléments de la réussite de l'attaque de Houston, c'est la transition. Néanmoins, voilà, juste pour placer, hein, c'est le 9e offensive rating cette saison. Et pourtant, comme tu disais, alors c'est passé à 8 du coup. Ouais, ok. Ah, c'est pas ça 8, ils ont mis 135 points hier soir. Effectivement. Mais du coup, pour autant, c'est pas une attaque quand tu la vois évoluer qui paraît particulièrement impressionnante. Et donc, il y a une réussite sur la transition, mais globalement, c'est une attaque qui est assez inefficace. Et c'est pour ça, justement, qu'à la base, j'avais proposé ce podcast à Benjamin, parce que je trouve qu'il y a un côté, ok, c'est haut, et pour autant, il y a quand même pas mal de lacunes. Et donc, il trouve des moyens de s'améliorer sans pour autant avoir une attaque particulièrement efficace ou parfaite, quoi. C'est quoi justement ces lacunes là que tu vois ? Alors déjà, Ils l'efficacité, sont hein, pas efficaces, hein. Ils sont pas efficaces, ils mettent pas un tiers. c'est Mais le ça. problème, c'est Donc, ils entendent beaucoup. Mettons les pieds dans le plat, les gars. C'est le allons-y. jeu des possessions. C'est le Mm. jeu des possessions. On en a beaucoup parlé l'année dernière avec les Knicks notamment. Euh, alors, ils ont la 26e efficacité de la ligue.
Donc, ça veut dire que voilà, les tirs qu'ils prennent ne sont pas efficaces. 26e. Pour autant, comme l'a dit Jérém avant, ils ont la 8e efficacité. Comment t'expliques ça? Ils perdent très peu de pertes de balles. Enfin, ils perdent très peu de balles. Seulement la 9e fréquence de perte de balles. Et surtout, ils prennent un nombre de rebonds offensifs incroyable. Ils sont à 35,4% de rebonds offensifs, c'est-à-dire qu'ils plus d'un tiers de leurs tirs ratés du coup et rebondés, et enfin il y a un rebond offensif qui est pris, c'est la première fréquence de NBA. Donc on a une attaque qui est pas super efficace, mais qui perd très peu de ballons et qui prend beaucoup de rebonds offensifs. Donc en fait on a une attaque où on est plutôt sur le volume que sur la qualité et sur l'efficacité. Ouais, tout à fait, avec notamment, c'est encore là où ils appuient, je trouve, sur leur dimension athlétique, parce que sur ce volume de rebonds offensifs pris, j'avais les détails, je ne l'ai plus, mais peut-être que vous les avez. Il y a 2 joueurs qui prennent beaucoup de rebonds offensifs. On pourra parler de Steven Adams, qui fait une super saison, moi je trouve, et qui est vraiment bon en fait dans son rôle de backup. Et le deuxième, c'est Amen Thompson, qui est absolument démoniaque là-dessus, qui est toujours en train de traîner et qui en récupère énormément. C'est clairement une équipe qui mise en tout cas sur cette dimension rebond offensif, et t'as raison FD, là on voit clairement même une transition un peu NBA qui est en train de se faire vers des équipes qui jouent de plus en plus le rebond offensif, quoi. Il y a Alperen Sengun qui en prend pas mal pour un pivot, mais par contre c'est les ailiers, dont on a parlé avant. Donc Jason Tate, mais bon, Jason Tate on parle quand même d'un échantillon assez faible de minutes, donc voilà. Mais beaucoup Ozar Thompson qui est dans le 91e pourcentile au niveau des rebonds offensifs. Tarizon dans le 86e, Dylan Brooks dans le 85e, Cam Whitmore, alors Cam Whitmore pareil, échantillon plutôt bas, dans le 82e, et puis Steven Adams qui vient de revenir, enfin qui est revenu, il a joué 30 matchs. Steven Adams en sortie de banc, c'est le spécialiste du rebond offensif, et encore hier contre les Cavs, il en prend 3-4 de suite, face à Jarrett Allen et Evan Mobley, qui sont pas les rebondeurs défensifs les plus réputés de la ligue, mais voilà, c'est clairement une équipe qui met l'effort, comme on en a parlé avant sur la défense de transition, mais il ne faut pas non plus juste limiter ça à l'effort. Si on revient sur ce qu'on avait dit sur les Knicks l'année dernière, c'était l'autre Benjamin du podcast qui en avait parlé, sur en fait beaucoup des rebonds offensifs qui sont pris, c'est aussi quelque chose de schématique, c'est aussi quelque chose de tactique, de qui on va envoyer au rebond offensif, et il y a des stratégies pour prendre plus de rebonds offensifs, notamment croiser les courses, etc. Et les Rockets ont très bien compris ça. Ouais, et puis aussi éloigner le pivot adverse de la raquette, et Sengun joue quand même pas mal au périmètre. Parce que là, c'est ce qui fonctionne. Il y a d'autres éléments qui fonctionnent bien dans leur attaque. Moi, je trouve que peut-être qu'on peut faire comme ça, si ça vous va, on fait le tour de ce qui fonctionne sur l'attaque, puis après on passe sur le grand pan de ce qui ne fonctionne pas, parce que pour le coup il y en a pas mal. Moi je trouve qu'il y a un autre élément qui fonctionne bien dans leur attaque et qui leur permet de générer de l'attaque, c'est la connexion Van Vliet, Sengun, Amen Thompson, qui je trouve est vraiment au cœur de ce qu'ils arrivent à bien faire. Pourquoi ? Parce que en fait ils trouvent beaucoup Sengun sur le short roll, et ils ont pour moi, celui qui est aujourd'hui le meilleur cutter de la ligue, c'est Amen Thompson, qui a cette capacité à partir du corner pour aller dans la raquette et justement être trouvé par Sengun, et derrière, soit finir, le plus courant c'est finir, un peu ce que vous avez en tête à la manière d'un Jokic avec Aaron Gordon, mais aussi, ce qu'il a pour le coup beaucoup plus qu'Aaron Gordon, pour distribuer derrière. Et moi, je trouve que c'est vraiment cet axe-là qui fonctionne bien, parce qu'on se retrouve avec pas mal de possessions où la balle finit dans les mains d'Amen Thompson. Et Amen Thompson a cette qualité-là qui est que si la finition est compliquée, et pour lui, elles ne le sont pas si souvent que ça, mais si la finition est compliquée, il peut ressortir à 3 points. Et en fait, ça génère énormément de chaos dans les défenses adverses, beaucoup de regroupements de défenseurs dans la raquette, ce qui ouvre derrière un certain nombre de tirs ouverts pour le coup, quoi. Je ne sais pas si c'est un élément qui vous a marqué aussi dans leur attaque. Effectivement, alors en plus du short roll, juste si on revient sur le pick and roll de base, le pick and roll Van Vliet Sengun fonctionne très bien. Il y a 2 choses là-dessus, c'est que Fred Van Vliet a l'habitude, il a l'expérience sur ces situations-là, et j'en ai déjà parlé une fois derrière, la qualité d'écran, de pose d'écran d'Alperen Sengun est formidable. La séparation qu'il crée en posant ses écrans. Alors, à la limite de la légalité, qu'est-ce qu'un écran légal en NBA ? Qui peut donner une réponse ? Personne, je pense. C'est un arbitre qui vous dit ça.
Ouais, non, mais voilà, mais il bouge tout le temps, mais en même temps, tout le monde bouge. Il est très bon pour écarter les jambes, mais juste assez pour que ce soit pas sifflé. Utiliser ses bras juste assez pour que ce soit pas sifflé, mais vraiment la séparation qu'il arrive à donner à Fred VanVleet et à Jalen Green, qui sont ses principaux partenaires de pick and roll, est vraiment énorme. Steven Adams aussi d'ailleurs. Donc t'as deux pivots qui posent de très bons écrans et qui permettent à VanVleet et à Sengun de créer de l'espace derrière. Ouais, ouais, tout à fait. Toi, t'en penses quoi, Jérém, de Sengun? Bah, moi, ce que j'aime bien dans leur jeu à 3, c'est le fait que le profil un peu unique d'Amen Thompson, parce que on peut comparer à Aaron Gordon dans le fait que bah, il va un petit peu tourner autour de l'arceau, et puis par ses coupes, il va arriver à se générer des tirs faciles, mais il y a aussi le côté que quand tu le mets dans un jeu d'écran, selon ce que tu décides de faire et le match-up que tu décides de lui laisser, ça reste quand même un joueur avec la capacité à driver et avec quand même des qualités athlétiques qui sont hors normes. Et du coup, ça t'offre des possibilités, autant bah, effectivement dans le jeu bah, derrière en 1 contre 1 que tu peux avoir sur un mismatch, que bah, tout le jeu de coupe qui s'offre, parce que ces jeux d'écran où il y a des extérieurs qui viennent poser des écrans, etc., ça crée des situations un petit peu compliquées pour les défenses qui sont pas forcément, quand il y a un extérieur sur Thompson ou un ailier, habitué à se retrouver dans cette situation-là. Et bah, ça crée un petit peu du chaos, et donc je trouve que ça donne un peu plus de corps à ce duo Fred VanVleet, Sengun, qui est excellent en soi, mais qui a quand même des limitations. C'est-à-dire que Van Dijk ne crée pas de séparation quand il prend l'écran, en tout cas pas assez. Et donc, c'est pas un joueur qui va finir par lui-même facilement dans la raquette, quoi. Ouais, je suis assez d'accord et je pense que l'élément que moi j'ajouterais juste sur ce trio, c'est que mine de rien, Amen Thompson et Sengun sont des générateurs de déséquilibre en fait assez forts. Alors oui, leur efficacité, et je pense qu'on va revenir dessus, elle est pas. Amen Thompson elle l'est, mais c'est structurel, mais Sengun elle l'est pas. Mais malgré leur profil, c'est des joueurs qui génèrent beaucoup en fait de décalage et de prise à deux. Moi, je trouve que Thompson, sur tout ce qui est contre-attaque, je l'ai dit sur les cuts, je reviens pas dessus, mais sur tout ce qui est contre-attaque, il génère beaucoup de regroupements de la défense qui donne des tirs ouverts. Et Sengun, mine de rien, il est quand même très respecté sur le short roll. Et donc souvent, ça génère de la prise à deux. Et aussi au poste. Au poste, ils essaient quand même de pas mal lui donner la balle poste bas. Et les équipes ont tendance à ne pas le laisser opérer tranquillement poste bas parce qu'il est. J'ai en tête une séquence hier, par exemple, contre Cleveland, où il est quand même défendu par Evan Mobley. Il l'enroule en première mi-temps et il l'enroule de façon assez formidable. Et en fait, tu sens que les défenses adverses le respectent. Donc, beaucoup de prises à deux. Et donc, c'est une équipe qui, malgré le fait de ne pas avoir un gros shooter de pull-up sur le 3 points, qui est la façon la plus simple de générer du chaos, en génère finalement pas mal quand même du chaos sur demi-terrain, je trouve. Ah, c'est vrai qu'il y a il y a un manque de création individuelle. Fred VanVleet, on en a parlé. C'est pas quelqu'un qui peut générer de la séparation, c'est pas quelqu'un qui va au cercle. Et quand il va au cercle, ça fonctionne très mal de manière historique. Jalen Green, lui, pour le coup, est capable d'aller au cercle. C'est la première année où il est efficace. À petite dose. Hein. Mais par contre, le vrai problème de Jalen Green, c'est que le playmaking, on n'y est toujours pas. On a eu un joueur qui était, quand il est arrivé dans la ligue, qui jouait beaucoup pour lui, mais qui essayait un peu de faire des passes. Là, il est dans le 0e pourcentile, je sais pas comment on dit ça, dans le pire pourcentile de la ligue en termes d'assist Il est percentage. dernier, quoi. Il est dernier, ouais. Il est dernier, voilà, il est dernier. Merci les gars, merci de m'aider. Il est dernier en termes de. Alors, pas en assist percentage, pardon, il est 21e pourcentile. Par contre, il est dernier quand tu fais le ratio entre son volume d'utilisation, donc son usage percentage, et son pourcentage de passes décisives. Donc, c'est quelqu'un qui a beaucoup la balle et qui fait très peu de passes décisives, si on veut synthétiser. Donc, il y a un vrai problème de création pure. Et donc, du coup, on se retrouve, et c'est là que je reviens sur Sengun et le post-up, un petit peu par défaut, à donner la balle à Alperen Sengun au poste bas en espérant que ça va créer de l'attaque. Et pour le coup, c'est pas si mal. Je m'étais noté qu'il était sur ces situations de post-up à 1,05 points par possession, ce qui est 64e pourcentile de la ligue sur ces situations de post-up. Pour référence, Nikola Jokic est à 1,08, donc Sengun 1,05, Jokic 1,08. À la nuance près, j'entends Jérémy bondir d'ici, à la différence près, qu'il n'y a pas le playmaking, forcément, il n'y a pas le playmaking côté Sengun qu'on a du côté Jokic. Donc en termes de scoring individuel, on est proche. La grosse différence ensuite, c'est que Sengun a encore du mal à faire les bonnes passes après ses post-ups.
Ouais, c'est clairement pas. Je sais pas ce que vous en pensez, Jérôme, je sais pas ce que t'en penses, mais Sengun, pour le coup, c'est vrai qu'on l'a beaucoup comparé à Jokic. C'est clairement pas le même profil. C'est beaucoup plus un profil scoreur et beaucoup moins un profil distributeur. On sent que c'est un mec qui est attiré par le scoring, quoi. Bah, je pense que c'était naturel de les comparer parce qu'il y avait un côté jeu au poste qui est quand même, comme tu disais, il y a un vrai jeu au poste et même il y a une esthétique dans le jeu au poste où il y a un talent qui est indéniable et il y avait le côté fait des passes un petit peu sympa qui peuvent faire du highlight donc assez naturellement on l'a rapproché de Nikola Jokic mais c'est vrai que techniquement ce qui fait la différence c'est la qualité de passe. D'un côté il y a un passeur élite et de l'autre il y a un passeur qui je pense se cherche encore et peut-être a une marge de manœuvre d'ailleurs qui est pas exploitée non plus à 100% parce que on n'a pas essayé de faire un système qui allait tourner autour de lui. Donc pour le moment, il y a quand même beaucoup moins de mise en situation. Et puis il y a effectivement le scoring élite où oui, il y a ce jeu au poste, mais par contre, il n'y a pas non plus tout le reste. Il y a pas le flotteur, il y a pas le shoot pour le moment. Surtout, il n'y a pas Et, de shoot. et du coup, tu es sur un joueur qui, je crois que quand j'ai regardé, il était 94 true shooting plus pour un pivot. Donc du coup, effectivement, à l'instar du reste de l'effectif, de toute façon, tout le monde est assez inefficace chez ces joueurs des Rockets. Et ouais, Alperen Sengun fait pas exception, quoi. Toi vous le projetez comment tous les deux, Sengun à terme là? Pour vous, est-ce que c'est un joueur autour duquel on peut construire une attaque et donc ce qui signifierait qu'il y a une marge de progression pour le coup, ou est-ce que pour vous là vous avez déjà des doutes un peu sur lui? Je trouve que son utilisation actuelle en post-up par défaut, c'est difficile de créer une super attaque autour. Par contre, tu vois, le plancher, du coup, la baseline, est pas si mal. On parle quand même d'une attaque, on le rappelle, hein, qui est huitième actuellement en NBA, avec Sengun qui a un énorme usage percentage. C'est vraiment une des plaques tournantes de l'attaque, si ce n'est la plaque tournante de l'attaque. On l'a vu hier soir des Cavs où tous les ballons passent par lui ou presque. Ce que j'aime bien quand même, c'est le développement de son tir à mi-distance. Je trouve que son toucher est sympa. Ses tirs à mi-distance, il commence à les prendre et il les prend avec assez d'assurance pour me dire que voilà, il se sent plutôt à l'aise là-dessus. Euh, le souci, c'est que c'est pas une menace verticale près du cercle, donc en partenaire de pick and roll, si les équipes en fait lui laissent pas le short roll, c'est compliqué parce que c'est pas quelqu'un à qui tu vas lancer des alley-oops, etc. Donc c'est quelqu'un en fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est assez difficile à insérer dans une attaque d'élite, mais par contre qui te donne un plancher de création qui te permet d'être une bonne attaque. Est-ce que c'est le pivot d'une très bonne attaque? Ça, je suis pas sûr. T'en penses quoi toi, Jérôme? En fait, je pense que quand même, on est sur une équipe qui a plus un profil d'équipe défensive et il y a pas mal de lacunes offensives sur la part de création. Euh, la preuve est que quand tu es dépendant de Fred VanVleet pour avoir une attaque de haut niveau, c'est qu'il y a quand même un C'est vrai. problème. Du coup, je Ouais, serais c'est curieux, vrai. par exemple, de le voir si tu substituais un peu Sabonis et Sengun et que tu mettais Sengun aux Kings, à quel point tu pourrais avoir une bonne attaque en faisant le centre de ton équipe. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, le playmaking me paraît pas non plus si fort que ça. Et l'efficacité, effectivement, je pense qu'on l'a peut-être vu trop beau, trop vite. Et maintenant, il faut juste être patient parce qu'en vrai, il a que 22 ans et que tu sais pas d'ici 3 ans s'il va pas y avoir un leap quand même assez important de ce point de vue-là, quoi. Moi, j'ai un peu de mal à me projeter avec lui. On reviendra peut-être dans le détail après sur la construction de l'équipe. Parce que je trouve qu'il y a trop de défauts structurels, notamment. Enfin, c'est ni un très très bon défenseur, c'est ni un shooter. Et je trouve que quand t'as ni l'un ni l'autre, quand t'es pivot, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'est pas la principale raison pour laquelle cette équipe offensivement a du mal. Moi, je me suis noté un élément qui était pour moi assez structurant dans leur attaque. Et je suis sûr que vous l'êtes noté aussi, c'est que c'est quand même une mauvaise équipe au shoot. Et je trouve que autour du fait que ça soit une mauvaise équipe au shoot, il n'y a pas que le fait qu'ils ne rendent pas leur tir. Je m'explique. C'est la deuxième pire équipe de la ligue sur les pourcentages sur les spot-up, donc sur les catch and shoot qui sont pris, et c'est la 24e équipe au volume. Donc c'est une équipe qui prend en fait peu de tirs en catch and shoot, qui sont souvent en fait des tirs à 3 points. Et pour moi, en fait, l'explication de ça explique beaucoup de leurs difficultés. Non seulement ils jouent avec pas mal de non-shooters, ça on le sait tous, Amen Thompson, Sengun, Adams, ça fait au moins 3 non-shooters, il y en a souvent 2 sur le terrain, parfois qu'un, mais en tout cas ça arrive régulièrement, mais surtout, même autour de ça, ils ont peu de shooters qui sont vraiment respectés.
Je pense qu'aujourd'hui, Dylan Brooks, c'est un joueur sur lequel tu vas flotter un petit peu, même si c'est plutôt un bon shooter, mais c'est un joueur sur lequel tu vas flotter un petit peu. Tari Eason, c'est pareil. Jabari Smith, c'est pareil. Jalen Green, c'est un peu pareil. Je trouve, quand je les vois jouer, que le seul joueur qui est vraiment, vraiment respecté, et donc qui t'apporte vraiment un spacing structurel, c'est Fred VanVleet, qui, au-delà de ses pourcentages, est quand même globalement vraiment, je trouve, tenu, et on essaye vraiment de ne pas le laisser ouvert. Mais donc, cette équipe, elle a quand même, du coup, structurellement, un vrai problème de spacing, quoi. Qu'ils arrivent à compenser, notamment par les qualités incroyables d'accès au cercle de Amen Thompson, mais qui aussi réduisent l'espace qu'a Sengun, pour le coup, que ce soit sur le pick ou sur le post-up, quoi. Ah, c'est pas forcément un problème d'accès au cercle, ça. Le cercle, ils y vont, ils sont septième en fréquence de tir au cercle. Le problème, c'est qu'ils marquent pas. Le problème, c'est qu'il marque pas beaucoup et VanVleet est pas un super finisseur sur cercle. Jalen Green, on en parlait, est pas non plus un super finisseur au cercle. Alors, il a un gros volume de drive, donc il arrive à générer des points, mais c'est pas là où il est le plus efficace, Jalen Green. Donc, non, c'est sûr que t'as un profil, je pense un peu aux Suns, pareil, où t'as pas des très bons finisseurs au cercle, et enfin, en tout cas sur jeu placé. Et où tu as besoin justement d'Amen Thompson, et c'est là que j'ai beaucoup aimé le match d'hier contre les Cavs, où on a Amen Thompson qui a vraiment insisté sur le drive et qui a généré beaucoup de paint touches, donc il a beaucoup amené la balle dans la raquette, et son playmaking est en progrès. Il a été capable de faire 2-3 pocket pass pour Steven Adams, il a été capable de jouer dans le dunker spot et de prendre des rebonds offensifs là-dessus. Donc je pense que à mesure que Amen Thompson va continuer à prendre des responsabilités supplémentaires en attaque, tu vas pouvoir mieux terminer au cercle et générer plus de tirs au cercle. Est-ce que tu es d'accord avec ça, toi, Jérém? Ouais, alors oui, mais et en même temps, je ne sais pas s'il y a que ce problème tu vois, comme disait VFD, de marquer. Parce que, par exemple, je pense pas que ce soit des shooters qui, s'ils ont des shoots assez ouverts et qu'on les serve un peu sur un plateau en catch and shoot, ils peuvent pas tourner à 35-36% et être relativement respectables. Le problème, je trouve, aussi de cette équipe d'Houston, c'est que tu as effectivement un axe un peu Fred VanVleet, Sengun qui fait la base du jeu, mais tu as aussi toutes les minutes où ils sont pas sur le terrain, où finalement l'équipe repose beaucoup, tu sais, sur ok, on a beaucoup d'ailiers, on voit qu'il y a un défenseur un peu plus faible, on passe la balle, on joue notre 1 contre 1, on essaie de générer un drive, et quand tu vois, tu as des joueurs comme Kyle Whitmore, etc., qui sont responsabilisés dans ce type d'attaque-là, ça génère pas non seulement des tirs de qualité, mais surtout ça génère pas beaucoup d'écart. Et c'est pour ça que cette équipe Houston, c'est une équipe qui fait très peu de passes, que ce soit des passes directes qui génèrent un tir, mais aussi des secondary assists en fait, qui viennent d'un playmaker particulier. Et aujourd'hui, je pense qu'une partie de leur inefficacité, c'est ça, c'est que même si tu as ajouté VanVleet qui donne qui coordonne cette attaque, elle génère pas assez d'espace globalement, et c'est pas lié que à leur titulaire, quoi. Est-ce que pour toi, il y a là-dedans un marqueur d'une forme d'incompatibilité entre Sengun et Amen Thompson? Non, je pense pas. Je pense que le truc, c'est que pour qu'elle soit débloquée, cette efficacité-là, il faudrait que ton meneur titulaire, entre guillemets, génère beaucoup plus de chaos. Et si tu génères beaucoup plus de chaos, j'ai l'impression que ce jeu à 3 il va beaucoup profiter à Amen Thompson. Ceci étant dit, il faut aussi voir comment se développe Amen Thompson parce que ça reste quand même un profil un peu particulier qu'on a rarement vu ou peut-être même jamais vu et on sait pas trop comment tu peux l'utiliser. Moi, j'avoue que j'ai du mal à voir jusqu'où tu peux pousser avec ce profil-là, quoi. FD, toi, tu penses qu'on peut pousser jusqu'où avec ce profil? Amen Thompson, alors pour moi, c'est pas un créateur principal de son attaque. Par contre, avec des arrières qui sont capables de créer le décalage, ou même en fait, son rôle actuel me va bien, mais je pense que juste le volume de responsabilité va augmenter. Moi, je le vois vraiment comme un joueur qui est pas forcément sur le premier point d'attaque, qui est pas forcément celui qui crée le décalage initial, mais qui est en fait un ailier assez classique, de cut, de catch and drive, tu vois, un mec qui reçoit le ballon et qui va au panier, qui va amplifier les décalages, et qui est capable, par contre, par séquence, comme on l'a vu hier. D'ailleurs, c'était un match super intéressant tactiquement, mais on a vu hier des situations où on avait Amen Thompson qui venait poser l'écran. Pourquoi? Parce que les Cavs avaient mis le pivot sur Amen Thompson, et donc justement, les Rockets voulaient cibler Jarrett Allen. Donc on faisait venir Amen Thompson en pause d'écran. Donc
pas un créateur principal, c'est pas quelqu'un qui va avoir beaucoup de créations principales sur demi-terrain. Par contre, ce côté-là où tu as beaucoup de cuts, tu peux l'utiliser en tant que poseur d'écran et tu peux lui demander de faire des drives en création secondaire. C'est plutôt dans ce rôle-là que je le vois. Et donc, si tu ajoutes ça à sa défense d'élite, je pense qu'on parle quand même d'un joueur All-Star, voire plus sur les prochaines années. Moi, je trouve qu'il y a quand même des vraies questions à se poser sur leur complémentarité parce que, certes, le jeu à 3 là, que j'ai décrit tout à l'heure fonctionne bien, mais c'est quand même, je trouve que ça reste ça peut pas être un fond de jeu. Tu vois, ce jeu à 3, ça peut être que de l'action de circonstance que tu vas mobiliser à certains moments. Et le problème quand tu as deux non-shooters, c'est que tu es un peu obligé d'en faire un jeu de. Un type de fond de jeu. Alors, les Nuggets l'ont presque fait à un moment donné avec Jokic, mais avec un niveau de décalage, effectivement, déjà par Jamal Murray qui est quand même supérieur à Fred VanVleet, et puis un niveau de playmaking avec Nikola Jokic qui est supérieur à celui d'Alperen Sengun et qui souvent se transformait en un jeu à 2 pour le coup. Et moi, j'ai été assez intéressé l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais l'année dernière, Sengun a été blessé pendant toute la deuxième partie de saison. Et c'était Jabari Smith qui jouait 5 et Amen Thompson jouait beaucoup poste 4. Et je trouvais que cette disposition, alors je ne sais pas statistiquement ce que ça donnait, mais je trouvais que cette disposition de leur attaque était vraiment intéressante parce qu'elle ouvrait beaucoup plus le drive pour Jalen Green, qui, tu l'as dit, FD, n'est pas un très bon passeur. C'est pas non plus un mec qui a un dribble, je trouve, suffisamment bon, par exemple, pour être meneur de jeu, mais dans un contexte de bon espacement du terrain, il arrivait à trouver les accès au cercle. Et pour le coup, la capacité d'aller au cercle quand il joue avec Jabari Smith, Amen Thompson, moi je la trouve pour le coup vraiment très très bonne. Et donc, et en plus derrière de faire le choix entre est-ce que je finis vraiment au cercle, est-ce que je fais un flotteur, son flotteur est très bon en plus, ou est-ce que je ressors à 3 points. C'est pour ça que je vous pose cette question aussi. Si pour vous il y a une question de complémentarité, est-ce que finalement dans le fond, j'aime bien l'argument de Jérém de se dire si t'es un meneur qui crée plus de chaos, t'as moins ce problème-là. Mais il faudrait aller chercher une forme de triangle presque. Mais je me demande si par moment ça t'oblige pas en fait à structurer un fond de jeu qui dans le fond tu pourras jamais taper un plafond trop haut quoi. Et t'as la défense pour t'as la défense pour te sauver. C'est un arbitrage. Ouais, C'est un arbitrage et qui pour l'instant fonctionne plutôt bien. Tant que Sengun te permet de maintenir le niveau défensif qu'ils ont actuellement. J'ai hâte effectivement, puisque tu me lances dessus, j'ai hâte effectivement du retour de Jabari Smith, notamment pour le revoir utilisé en poste 5 défensif, qui est pour moi une vraie alternative au drop ou au edge de Sengun. Ouais, je suis complètement d'accord avec toi. Jérém, tu vois d'autres éléments là sur leur attaque qui te semblent à questionner ou problématiques? Alors après c'est juste le schéma de ce jeu des possessions. Je trouve que ça correspond très bien à ce genre d'équipes qui sont très jeunes, très athlétiques et qui ont quand même beaucoup de joueurs avec beaucoup de moteurs. Et c'est vrai que j'ai du mal à le voir comme une formule gagnante sur la construction d'une équipe à long terme. Et c'est un peu pour ça aussi que, entre guillemets, je suis un peu inquiet de ce format d'attaque parce que on a vu des équipes être à ce point élites en défense et tu sais rechuter un petit peu avec les années et d'un coup ne plus du tout être, enfin, être de la partie. Et du coup, l'absence de complémentarité évidente entre les profils actuels de l'équipe fait que je me demande un peu comment l'équipe va se développer. Et j'avoue que autant je trouve l'explosion des Rockets assez impressionnante, autant j'aimerais pas être le GM en fait de Houston parce que je saurais pas exactement comment procéder pour essayer de franchir un palier et pas forcément casser, tu vois, quelque chose dans l'équipe quoi. Ouais, moi, je suis d'accord. Cette façon de construire l'équipe, ça peut avoir certaines limites, notamment si l'équipe adverse arrive à ralentir le tempo. Euh, Quand tu dis, tu vois, on a vu des équipes comme ça qui peuvent avoir des difficultés, mais la première qui me vient en tête, elle est assez actuelle, hein, c'est Orlando, qui pour le coup a construit son équipe autour d'une défense élite, deux jeux de contre-attaque qui sur demi-terrain est plus en difficulté. Et je ne sais pas si vous vous rappelez du match d'NBA Cup contre OKC, mais je trouve qu'il y a eu dans ce match-là, et c'est arrivé d'autres fois dans la saison, si la défense adverse, face à une défense élite, et si l'attaque adverse perd pas trop le ballon et donc génère peu de contre-attaque, je trouve vraiment que leur jeu demi-terrain,
oula, t'es face à une espèce d'impasse, quoi. C'est-à-dire que c'est vraiment complètement bloqué et tu te dis ça peut pas passer en fait, ça peut pas fonctionner plus haut. Et quand tu vas aller rencontrer des équipes, je sais pas moi, comme Dallas, qui arriveront toujours à faire les minima défensifs, mais qui par contre vont générer beaucoup plus d'attaques parce qu'ils ont Luka Doncic, et ben souvent dans la balance t'es un peu perdant. Et deuxième élément complémentaire sur la jeunesse, je me suis posé cette question. Je me suis dit, effectivement, c'est une équipe très athlétique qui mise beaucoup dessus. Comment ça vieillit, ça, tu vois? Parce que tu prends le cas d'un Cam Whitmore ou d'un Amen Thompson, c'est des mecs, tu vois, c'est des Formule 1, les mecs, tu vois. À quoi ils vont ressembler après 2 blessures, tu vois, musculaires un peu Ah, importantes? c'est terrible de dire ça. Ah, il a Eh ouais, sonné le glas, quoi. je suis d'accord, hein, que c'est C'était, terrible de ils dire ont ça, mais tu vois, Amen Thompson, il a 2 blessures musculaires un peu importantes. Ça ressemble à quoi? Donc, ce qui correspond au moment où tu vas lui filer ton contrat, hein, en fait, hein, peut-être. Hein. Ça ressemble à quoi, tu vois? Je trouve que c'est quand même une question à se poser. Ouais, après, il y a le temps quand même. Hein. Amen Thompson, il vient d'avoir quoi? Il vient d'avoir 21 ans, je pense. Oh oui, non, Non, mais allez, clairement. il va avoir 22 ans. Mais non, alors oui, effectivement. Mais est-ce que la NBA est pas une ligue super athlétique où tout le monde est un peu ce problème-là? C'est un peu tous des Formule 1. C'est juste que effectivement, Amen Thompson et Tari Eason, ils commencent en première grille, quoi, en Formule 1. Mais effectivement, c'est une question à se poser. Euh, je voulais juste revenir, parce que vous parliez un petit peu des playoffs. Je trouve que le match contre les Cavs hier était intéressant. Alors les Cavs n'avaient pas Dean Wade, il leur manquait Dean Wade, il leur manquait Okoro, il leur manquait Caris LeVert, donc il leur manquait un peu de banc. Mais ça, je trouvais que ça ressemblait un peu à un match de playoff. Et quand tu parles de comment Houston peut survivre contre des grosses attaques, notamment face aux Mavs, notamment face aux Cavs hier. Hier, ils ont vraiment eu besoin d'avoir une réussite inhabituelle de Jalen Green et de Fred VanVleet sur du pull-up free en fait. Juste en sortie d'écran, attaquer le drop, puis tirer à 3 points. C'est quelque chose dont ils sont vraiment dépendants. Hier, c'est ce qui leur permet de gagner, mais c'est pas forcément quelque chose qui est super, enfin, où tu peux vraiment miser là-dessus sur demi-terrain. Fred VanVleet, alors ce qui est marrant, c'est que Fred VanVleet et Jalen Green sont tous les deux dans le top 15 en termes de fréquence de pull-up free, mais ils sont à 31, enfin Fred VanVleet est à 31% de réussite sur 4 tentatives par match. Jalen Green est à 33% de réussite sur presque 5 tentatives par match. Donc c'est des tirs dont ils ont besoin, encore une fois, pour de la création par défaut, mais c'est des tirs sur lesquels ils vont devoir compter un meilleur taux d'efficacité en playoff s'ils veulent vraiment rivaliser avec les meilleures attaques. Je trouve Ouais, ça. et puis tu as un autre élément, tu sais, c'est que par exemple dans le cas d'une équipe comme Houston qui joue à fond la bataille des rebonds, parce que je pense que leur capacité à générer des pertes de balles, elle va rester intacte, mais quand ils sont opposés à des équipes qui mettent bien le rebond défensif, bah, ça devient un petit peu plus compliqué. L'exemple récent, je trouve, c'est celui des Kings et voire des Grizzlies, où c'est 2 équipes qui effectivement jouent très bien la bataille des rebonds et où effectivement ils perdent leur avantage compétitif et bah, le match leur échappe un petit peu. Et donc ouais, c'est ce côté un petit peu, on a fait un choix extrême, et ce choix extrême, il est par nécessité. Mais du coup, dans la bataille de playoff, où à la fois tu peux avoir des équipes qui sont bah, élites, elles aussi, dans le registre du rebond, et où tu n'as pas de superstar et de joueurs particulièrement efficaces sur lequel t'appuyer, ça peut être dur. Et effectivement, juste chose qu'on n'a pas dit, hein, mais aujourd'hui, par rapport à la moyenne NBA, alors j'ai regardé ça il y a 3-4 jours, mais il y avait un joueur qui est au-dessus de la moyenne NBA en termes d'efficacité, c'est Amen Thompson et Jeff Green, mais qui a joué une quinzaine de matchs. Et c'est un petit peu inquiétant, je trouve, quand tu vas rentrer en playoff. Pour autant, c'est leur premier, donc on a le temps de voir, quoi. Bah, c'est d'autant plus inquiétant que le jeu est construit pour qu'Amen Thompson soit efficace. C'est-à-dire que oui, lui est efficace, mais le fait qu'il soit sur le terrain peut impacter un peu l'efficacité des autres parce que pour le coup, ça diminue ton Mm. spacing. Donc forcément, ça a un impact. Moi, je trouve qu'il y a un dernier joueur dont j'aurais bien aimé parler sur leur attaque, mais pas forcément trop longtemps, mais c'est Jalen Green, t'en as parlé, FD, qui, je trouve, moi, et tu vois, je trouve que c'est un peu leur bascule. C'est-à-dire que les matchs où Jalen Green est bon et met dedans, pour le coup, ils sont vraiment pas mauvais. À l'inverse, quand il est en difficulté ou dans son niveau moyen, bah, ça peut paraître insuffisant offensivement. Et donc, je trouve que ça trace un peu comment améliorer cette équipe-là. Tu vois, c'est-à-dire que je me demande si tu vois le fusible, c'est pas justement récupérer un Jalen Green-like. Alors là, Jérémy va me faire des gros yeux parce qu'il va tout de suite penser à un joueur qui est à Chicago. Mais récupérer un Jalen Green light, mais plus constant, tu vois. Et un peu plus efficace. Et notamment Si, sa capacité de pull-up et de drive.
Si t'appelles Zach Lavine Jalen Greenlight, j'ai un peu envie de te taper, effectivement. Ouais. Non, like, pas light, hein. Like. Ah, ok, Non, ça non, va, ça like, va, like. ça Bah va. non, Ok. non, 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 non. Je suis dans le train, moi, de Zach Lavine. Hein. Et je sais pas ce que vous en Euh, pensez. Je sais pas ce que vous en pensez. Ah oui, ce serait bien. Mais à part Zach Lavine, je suis en train d'essayer de réfléchir. Parce il te faut un slasher. Parce que, en fait, si t'enlèves sa capacité à aller au cercle, tu vois, cette année, il est à 66% de réussite au cercle, ce qui est pas mal pour un espèce de combo guard, pour un poste 1-2. Parce que, mine de rien, ok, on pense à Fred VanVleet comme le meneur titulaire, un petit peu organisateur. C'est souvent Jalen Green qui monte la balle, et c'est souvent lui qui initie l'action. On a plutôt Fred VanVleet utilisé en off-ball. Donc en fait, le poste 1, si on veut se référer traditionnellement, le meneur, c'est plutôt Jalen Green. Donc il te faut un extérieur qui est capable de slasher, qui est capable de provoquer des fautes comme le fait Jalen Green. Euh, oui, non, effectivement, si tu upgrades ça, ce serait bien, effectivement. Il est, juste pour information, hein, il est à 46% de réussite dans les victoires, à 37% dans les défaites, presque à 39% à 3 points dans les victoires et à 30% à 3 points dans les défaites. Il y a quand même un vrai leap pour le coup sur l'efficacité de Jalen Green entre victoire et défaite. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur le jeu ou est-ce que vous voulez qu'on bascule un peu sur comment on construit cette équipe? Allez, parlons construction, parlons long terme, parlons blessure, puisqu'apparemment ça a l'air de te passionner. Jérém, c'est toi qui avais envie de poser ce sujet-là. Effectivement, cette équipe, elle est construite de manière un peu baroque. Et ça pose des questions sur le développement, donc je te laisse la main. Ouais, voilà, il y a le problème qu'on a discuté tout le long, qui est le problème d'efficacité globale et du coup l'absence d'une star qui semble vraiment émerger de l'équipe. Tu vois, quand FD dit il y a un All-Star confirmé dans le développement de Damon Thompson, ou en tout cas dans le côté extrêmement élite défensivement et utilisable, donc quand même assez modulable offensivement, je suis assez d'accord. Mais il y a aussi le côté, bon, ok, si t'as pas de franchise player, à quel point ta défense doit être forte déjà pour être capable d'aller éventuellement au bout si c'est ton but. Et puis, qu'est-ce qui semble manquer à cette équipe offensivement pour vraiment décoller? Et je pense que un élément que tu as donné en parlant de Jalen Green, c'est que déjà, il y a le problème que Jalen Green, aujourd'hui, c'est un de tes joueurs majeurs, mais il y a une forte volatilité de ses performances. C'est-à-dire, il y a un côté où il va avoir des séries de 2-3 matchs où, comme contre Memphis, il va planter 42 points. Et franchement, il aurait pu prendre n'importe quel tir, tu avais l'impression que ça allait rentrer. Et dans le même temps, il y a aussi beaucoup de matchs où il est clairement en dessous. Et ta production, elle est quand même vachement plus basse du coup. Je pense que l'avenir de cette équipe-là, c'est d'essayer de se trouver en fait sur les postes d'arrière des joueurs qui sont à la fois capables de générer du jeu et à la fois de scorer pour eux-mêmes. Et je pense que si j'avais une piste, ce serait de garder en fait une forme de tandem un peu aujourd'hui Amen Thompson, Sengun, et dans le même temps d'aller chercher d'autres options sur les lignes arrière pour essayer de créer plus quoi. Toi, tu le vois comment FD ce truc? Moi, je vois quand même Jabari Smith comme une pièce maîtresse de leur développement. Je pense qu'effectivement, Jalen Green et Fred VanVleet, c'est un petit peu les pièces que tu vas pouvoir bazarder. Euh, mais ouais, pour moi, le trio Sengun, Smith, Thompson me donne vraiment envie de voir comment ils peuvent aller encore plus loin. Et franchement, tout le reste, qui sont quand même des contrats. En fait, c'est des contrats assez tradables. Hein. Dylan Brooks, Fred VanVleet, c'est des contrats qui sont pas au max, donc tu peux les mettre ensemble et puis aller chercher un joueur au max. Euh, mais je pense que ouais, le corps qu'on a actuellement, ce sera pas le corps qui va leur permettre d'aller en finale de conf. Mais je pense qu'ils ont les éléments pour bosser avec et pour améliorer l'effectif. Moi, ce que je trouve intéressant dans leur cas, c'est qu'ils reflètent bien la mouvance qu'on risque d'avoir en NBA dans les temps à venir avec le nouveau CBA. Je sais qu'on y revient souvent, mais enfin, bon, c'est quand même une réalité de leur construction. Imaginons que l'année prochaine, ils prennent toutes leurs teams options. Sachant qu'il y en a une seule où il y a vraiment un doute, hein, c'est Van Vliet qui a 45 et on imagine qu'ils vont renégocier avec lui un peu comme ça avait été fait avec Gobert, quelque chose qui permettra de rendre ça plus viable. Mais tu es déjà quasiment au niveau du second apron en fait. Tu es à 1 million je crois du second apron si tu prends la team option de Van Vliet. Sachant que t'as pas encore signé Jabari Smith, t'as pas encore signé Amen Thompson avec leur nouveau contrat.
Et donc, cette équipe, elle est dans un cas où elle va devoir, je pense, assez rapidement faire un choix sur les joueurs sur lesquels elle souhaite miser. Et donc, effectivement, il y a besoin d'avoir des joueurs fondamentaux. Et moi, dans ce cadre-là, je ne suis pas sûr que je continuerai avec Sengun, par exemple. Qui est un joueur qui te demande des compromis qui me paraissent un peu trop importants. En tout cas, je ferai un choix entre Amen Thompson et Sengun. Et je pense que je garderai Amen Thompson. Et je pense que je traderai aussi Jalen Green si possible. Moi, je pense qu'il faut casser là, cet axe Sengun-Jalen Green qui est trop peu efficace offensivement sans pour autant être spécialement fort défensivement, quoi. Et en même temps, est-ce que t'as pas l'impression que, vu que tu veux miser sur Amen Thompson, la présence d'un joueur qui est plutôt bon sur short roll et qui a vraiment une capacité de passe comme Sengun, c'est pas un élément qui te permet aussi de faire progresser ce joueur-là, ou en tout cas de l'optimiser? Moi, je suis plus. Alors, je sais pas si FD, tu les imagines sans Smith et Sengun ou ensemble. Mais moi, je pense qu'il peut avoir un format de cette équipe. Alors, le problème de Jabari Smith, c'est quand tu vas te retrouver en playoff face à des gros pivots, tu risques de souffrir un peu parce qu'il est un peu léger. Et donc, pour absorber les Jokic. Mais bon, aujourd'hui, dans le top, il n'y a que Jokic en fait, hein, dans le top de la conférence Ouest que tu as besoin d'absorber dans un run de playoff. Hein. Anthony Davis représente pas ça vu que les Lakers sont pas assez forts. Il y a Jonas Valanciunas qui va arriver aux Lakers bientôt. Voilà, exactement. Donc, tu vois, si à terme, ton duel, il est contre Chet Holmgren et contre Jaren Jackson Jr., je pense que j'ai envie de voir, tu vois, Jabari Smith dans un rôle de 5 et du coup, donner cet espace, en fait, donner cet espace à Thompson et peut-être aller vers un arrière, effectivement, qui génère plus de chaos que ce que le font actuellement les deux arrières, quoi. Parce que le problème, Alors, c'est c'est pas le sujet du podcast, mais le post-up de Jaren Jackson, alors c'est un post-up un peu étrange, c'est un post-up en milieu de drive, mais c'est très sympa quand même. que ça devient pas mal, C'est ouais. pas du post-up à la Jokic, enfin vraiment, où le mec il est arrêté, il reçoit le ballon. C'est plus, il va commencer à driver, puis ensuite se mettre en situation de post-up. Mais voilà, qu'est-ce que c'est fort, c'est flotteur, c'est magnifique. Ouf. Ça commence à devenir vraiment pas mal. Pour moi, c'est ma plus grosse surprise de la saison. Hein. Jaren Jackson qui devient une vraie menace poste bas, c'est vraiment le truc auquel je m'attendais absolument pas et qui est apparu cette saison. Il y a lui et le drive de Mobley, je trouve. Les deux Ouais, grosses t'as raison, ouais. progressions, c'est un peu les deux. Ouais, je suis d'accord. Mais je trouve ça intéressant, en fait, vraiment leur cas, parce que, en fait, on pourrait se dire comment tu améliores cette équipe-là. Sauf qu'en fait, cette équipe, tu peux pas l'améliorer. Elle est plafonnée d'un point de vue salary cap. Et donc, tu es plutôt dans un truc. En fait, leur maximum de flexibilité qu'ils ont, c'est l'année prochaine. Parce que Thompson et Smith et Harrison sont tous les trois encore dans leur contrat rookie. Mais après, ils en ont plus tant que ça, quoi. Après, je pense que de toute façon, les repères qu'on avait jusqu'à maintenant, ils vont être un peu chamboulés. Les équipes vont se construire un peu différemment. Je pense que ça va passer effectivement de plus en plus d'équipes qui s'appuient sur la draft parce que si tu draftes des joueurs de 22 ans qui sont un peu aboutis, tu as des rotations relativement solides et on l'a vu dans la plupart des derniers runs de playoffs. Et après, il y a aussi, on ne sait pas trop comment vont se négocier les contrats à partir de maintenant. Il y a quelques années, je pense qu'un mec comme Jalen Green, il aurait touché un max par défaut parce que c'était un des meilleurs attaquants d'une équipe. Là, on a vu qu'il l'a pas pris et que probablement que ça va aussi impacter du coup les salaires intermédiaires. Tout comme il y a le nouveau CBA qui arrive et donc on ne sait pas dans quelle mesure ça va rebattre les cartes. Donc je ne sais pas à quel point ils sont limités actuellement les Rockets. Dans tous les cas, je pense que c'était prévu de base que quand tu prenais Dillon Brooks et Fred VanVleet à un prix exorbitant, t'allais pas les garder à ce montant-là dans les années d'après. Donc même s'ils font encore partie du projet après, je pense que ouais, leur match financier, enfin, en tout cas le coût financier de ces joueurs-là va baisser quoi. Ouais, tout à fait. Et je suis d'accord avec toi. Je trouve que leur cas montre bien, et c'est pas les seuls. Il y a Orlando aussi, que je pense que les contrats des rookies vont prendre en valeur pas mal, et notamment des rookies qui sont déjà prêts. Tu prenais cet exemple-là. On peut prendre l'exemple d'un Remy Raquez Jr., tu vois, ou peut-être de Dalton Knecht dans un an ou deux. En tout cas, je pense que ces contrats-là vont prendre en valeur, effectivement. Vous voyez d'autres choses à dire Pas comme, pas comme Rich Shepard, par exemple, parce qu'on a quand même fait un podcast je sais pas, de 1 heure là, sur Houston, sans parler de Rich Shepard, qui était quoi, 4e, 6e choix l'année dernière. Troisième, Troisième, je crois. troisième. Troisième choix l'année dernière, qui galère un petit peu, qui galère pour l'instant, qui marque très bien en G-League, bravo, mais
Juste le problème, c'est défensivement, quoi. Défensivement, on en a parlé, ils ont besoin d'avoir des ailiers super athlétiques, et pour l'instant, il n'est pas au niveau pour justement compenser les problèmes de Şengün. Et puis en attaque, c'est compliqué, mais ça pour les rookies, c'est normal. Mais voilà, du coup, Reed Shephard, qui est du coup un contrat rookie, donc avec de la valeur sur les 4 prochaines années, et qui va peut-être émerger. Alors, cette année, ça me paraît compliqué, mais d'ici 1 ou 2 ans. Ouais, je pense que le but, en tout cas, avec Shepard, c'est de lui permettre de prendre le relais de Van Vliet à terme. C'est un meneur d'1m90, effectivement, qui est bon défenseur sur l'homme et bon shooter, mais le problème, c'est qu'il a ses limites physiques, quoi. Avec les mecs d'1m90, t'as beau être bon défenseur sur l'homme, si t'as pas trop le playmaking, si t'as que le shoot à un moment donné, ça peut devenir un peu limité. Après, ça dépend. Hein. Regarde, on parlait de Fred VanVleet. Je cherchais son envergure. Fred VanVleet, j'ai pas réussi à la trouver pendant qu'on discutait. Mais à mon avis, c'est. Ah non, je pense. Ouais, c'est pas ouf. Hein. À mon avis, Je pense pas. ouais, à mon avis, c'est pas énorme. C'est peut-être parce qu'il a joué au Raptors, tu sais, il y a l'image des dinos, des T-Rex, Ouais, tu sais, les mecs c'est avec ça. les petits bras, donc c'est peut-être pour ça. Déjà, on n'est pas sûr qu'il fasse un 80 apparemment. Donc je trouve ça pose un peu les bases. Quoi. Et pour autant, je trouve que pour l'instant, c'est presque le joueur le plus important de cette équipe parce que c'est vraiment celui qui met l'ordre demi-terrain et qui permet de mettre la balle au bon endroit. Donc le meneur de jeu, mais je trouve que chez eux, c'est très marqué. Donc par exemple, je les vois pas du tout le trade. Prendre le risque de le trade, il me paraît trop important. Est-ce que vous voyez d'autres choses à dire sur les Rockets, les amis? Bon, écoute, vivement le retour de Jabari Smith. Merci Steven Adams de prouver qu'on peut être un pivot de 35 ans et d'être valuable en NBA. 31 ouais, ans. c'était pour DeAndre Jordan. 31 Ouais, ans. il a que 31 ans, Steven Adams, mais non, c'est pas possible. Si, 31 ans. Ça fait, il est arrivé tôt, c'est vrai. Mais non, Steven Adams que j'aime beaucoup, et puis non, hâte de voir cette équipe en playoff. Il fait une super Ouais, Je moi pense que aussi. les équipes qui vont jouer, tu vois, s'ils finissent 3e, ils vont jouer du coup le 6e. Ces équipes 6, 7, 8 à l'ouest, ça va quand même être des match-ups très compliqués. Et je serais pas surpris que ce soit une première série premier tour de playoff très compliqué pour eux. Et en même temps, je pense que t'as pas envie de les prendre parce que c'est le genre de série, à mon avis, où tu sors physiquement un peu amoindri. Je pense un peu à la série Wolves Nuggets de l'année dernière où les Wolves sont sortis, mais tu sentais qu'il y avait plus grand monde derrière. Quoi. Ouais, je suis assez d'accord. C'est d'ailleurs, allez, pour finir, vous les voyez quoi, premier tour, deuxième tour, finale de conf? C'est quoi pour vous Demi pour moi. Ça passe un Je tour, vois pas bien en plus? demi-finale. Ouais, je pense que ce serait bien déjà. Oh là là, je viens de penser, ils vont choper les Clippers au premier tour, ça va être terrible. Quoique les Clippers, s'ils continuent comme ça, ils vont peut-être gravir la Pour hiérarchie, monter. mais ils vont peut-être monter. Mais je pense que s'ils jouent les Suns, j'aurais tendance à donner l'avantage aux Rockets. S'ils jouent les Mavs, je pense que le pick and roll de Luka Doncic en playoff, ils vont avoir un peu de mal, quoi. Ok, donc premier ou deuxième tour, quoi. Selon le match-up, je vais faire une réponse de Normand, je vais dire selon le match-up, on verra. C'est l'âme de Ben qui traîne là. Ouais, c'est ça. D'accord avec tout le monde et jamais trop décidé. Moi, je les vois pas passer plusieurs tours en fait. Je me dis qu'il y a forcément un moment donné où il y a un match-up qui va pas leur correspondre et c'est là que l'attaque va un peu s'enrayer quoi. Donc oui, passer un premier tour s'ils tombent contre les Suns, je pense vu l'état des Suns, à mon avis, ça va être même une série assez courte. Mais si t'as une défense un peu élite qui maîtrise bien le rebond, j'ai peur pour eux quoi. Ouais, je suis d'accord avec vous. Je suis dans le prolongement, donc je rajoute rien. Et bah écoutez, merci messieurs, c'était cool de pouvoir parler de Houston. N'hésitez pas à nous donner votre avis en commentaire. N'hésitez pas aussi à rejoindre le Discord que vous devez avoir dans la zone commentaire. Et puis restez connectés, on trouvera rapidement de quoi parler. À plus.